Et nous sommes en ligne avec Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et spécialiste des questions israélo-palestiniennes. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez entendu notre envoyé spécial qui se trouve à Gaza. Est-ce qu'il faut craindre de nouvelles violences dans l'enclave palestinienne aujourd'hui ? Je crois que c'est toujours difficile, évidemment, de faire une forme de prospective par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est qu'on les attendait déjà, les débordements, de manière extrêmement importante au mois de décembre. Et en réalité, on voit bien que la rue, comme on dit, la rue palestinienne ou la rue arabe, n'a malheureusement aujourd'hui plus tant de sens que ça. En réalité, il y a eu des mouvements dans les différents pays. Moi, je souris quand j'entends Salman en Arabie Saoudite qui défend la cause palestinienne alors qu'elle n'a strictement plus aucun sens en réalité pour les pays arabes depuis très longtemps. Et qu'en réalité, quand on voit le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, on voit bien où est la priorité pour des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, en l'occurrence l'Iran. Et tous les projecteurs sont braqués sur l'Iran. Et je dois bien dire que la situation palestinienne devient finalement une situation de seconde zone qui n'est plus du tout une priorité. Donc, par contre, la priorité du gouvernement israélien est de canaliser les tensions internes, c'est-à-dire la poudrière à Gaza, mais également dans les territoires palestiniens. En Cisjordanie, les risques de débordement, fondamentalement, à chaque fois, on attend toujours ou pas une troisième intifada ou quoi au caisse. Je crois qu'il faut renvoyer la question vers l'autorité palestinienne. Que fait-elle aujourd'hui ? N'est-on pas plutôt en présence d'une inautorité ? Finalement, les accords d'Oslo, dont on connaît la mort... Justement, est-ce qu'elle a encore une marge de manœuvre, l'autorité palestinienne ? Je vais être très clair. Je vais être très clair par rapport à une marge de manœuvre de l'autorité palestinienne. Il y a un problème fondamental au sein de l'autorité qui est à quel moment, à partir de quand passe-t-on le relais. Je crois que Mahmoud Abbas est malheureusement épuisé et dans une situation où il n'a plus de solution, je dirais d'espoir, à part continuer à être dans une coopération sécuritaire avec Israël sur la Cisjordanie pour maintenir la sécurité à l'intérieur de ce non-État. Je crois qu'il faut aujourd'hui être dans la réelle politique comme l'est malheureusement Donald Trump. J'ai ce sentiment qu'il n'y aura pas vraiment d'État palestinien. J'ai ce sentiment qu'il sera impossible à un moment ou à un autre de rapatrier près de 400 000 colons des territoires de Cisjordanie. Donc la question est qu'est-ce qu'on fait ? La réalité, c'est que Donald Trump a clairement montré qu'on était à un retour des relations internationales du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant le traité de Westphalie, avant tout toute la construction progressive du droit et de la communauté internationale. Donc jusqu'à maintenant, on avait tendance à défendre le droit international et dire il doit y avoir un État palestinien, Jérusalem doit être une zone internationale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent d'ailleurs, les droits nationaux l'emportent et en l'occurrence, Israël fonctionne beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le droit juif est plus important que le droit international, on doit faire passer en priorité la question de la sécurité en Israël. Alors vous parliez de Donald Trump justement avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, le transfert aujourd'hui officiel de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, son inauguration en tout cas. Quels sont les objectifs visés par Donald Trump précisément dans la région ? Après le désengagement de Barack Obama, on pensait quand même effectivement que dans les promesses de campagne de Donald Trump, il y avait aussi un recentrage sur l'Amérique et les priorités des Américains et non pas à nouveau une théorie du chaos qui est en train de se construire de nouveau sur le Moyen-Orient. J'ai l'impression que Donald Trump a repris la feuille de route de Bush avec cette idée de grand Moyen-Orient, de remodelage à sa façon, malheureusement avec une méconnaissance extrêmement importante de la région et une capacité à être vraiment dans ce que je disais la théorie du chaos. La réalité, c'est que Donald Trump doit répondre également à son électorat. Vous avez quand même 70% des protestants qui ont voté pour Donald Trump en 2016 qui sont évangélistes et que l'objectif, il est clair et net. Il est extrêmement religieux et messianique, c'est-à-dire réconcilier ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, les États-Unis, et l'ancienne Jérusalem. Donc il y a un axe extrêmement important politique, mais également religieux, qui est en train de se renforcer de nouveau. Il n'a jamais été vraiment rompu, mais il se renforce. Et je crois que le sionisme aujourd'hui est en train de se dénaturer complètement, puisque j'imagine Theodor Herzl aujourd'hui de nouveau en Israël, se rendant compte que finalement cet État a glissé vers un État religieux, nationaliste et sécuritaire. Ça n'était pas son objectif. Je crois qu'un de ses objectifs, c'était une véritable adaptation dynamique à l'environnement. Évidemment, le monde arabe, je pense qu'il avait plus d'espoir, comme nous tous d'ailleurs en réalité depuis 50 ans. Et la communauté internationale, les membres, la plupart des membres de l'ONU, on se souvient, ont voté une résolution contre cette décision de Donald Trump. Quel espoir de paix et d'apaisement dans la région, selon vous ? Et après, voter une résolution, il y a 70 résolutions qui ont été votées sur la situation
situation israélo-palestinienne que les Israéliens n'ont pas respectée. L'autorité et le Hamas ont été condamnés sur d'autres résolutions au moment des guerres de Gaza pour lesquelles il n'y a pas eu véritablement non plus d'application. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un qui sort du droit international en disant en gros le droit international c'est moi, comme Louis XIV disait avec l'État, la réalité c'est que la communauté internationale peut bien battre des ailes ou faire quoi que ce soit, elle est aujourd'hui totalement impuissante à partir du moment où vous avez un Conseil de sécurité et la capacité pour les États-Unis d'opposer un droit de veto, et donc du coup vous avez l'Assemblée générale qui s'agite mais qui ne peut strictement rien faire aujourd'hui. Je crois que la situation de Jérusalem et la situation israélo-palestinienne est à entériner en disant est-ce qu'il y aura un État, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on relance des négociations. Moi je veux bien que Benjamin Netanyahou veuille relancer des négociations sur cette base-là, elle me paraît assez abracadabrantesque, mais je crois qu'il faut savoir aujourd'hui comment on peut travailler au sein de la communauté internationale, presque en dehors du droit international malheureusement, tant que les États-Unis édictent cette position, et on retourne vers un bilatéralisme et des décisions totalement indépendantes d'État à État. Ça, c'est une vraie question fondamentale. Je dirais que le droit international a un certain nombre de décennies. Donald Trump ne durera pas. Merci Stéphane Boussois pour toutes ces précisions en direct sur RT France.